Salut, alors on se retrouve pour la saison 2 de Comment théoriser l'absurde, qui maintenant est Comment théoriser l'action humaine, avec moi-même, Elia Talak et Sacha Raoult. Aujourd'hui, on va tout d'abord parler de ce qu'est l'action humaine, donc l'essence même de l'action humaine, et on va voir que c'est quelque chose qui nous échappe en tant que sujet. Après, on va faire un petit historique de comment se sont construites les disciplines autour de cette problématique. Puis comment est-ce qu'aujourd'hui elles essayent de s'intéresser à cette problématique. Et enfin, on ouvrira sur la question de savoir s'il peut y avoir aujourd'hui une psychologie philosophique. Ouais. Voilà. Pass on down by the riverside. Don't you feel now that you are so cold? Pass on down by the riverside. However you are, not so old. Ça veut tu entends quoi par là? Le sujet, donc toute personne qui s'intéresse à l'action humaine et qui en même temps fait partie de l'action humaine, il a une perspective sur le monde. Et en fait, le problème de ça, c'est qu'à raison du fait que le sujet a une position, et à raison du fait que le sujet est limité cognitivement, et quand il va s'intéresser à un phénomène qui a lieu dans le monde, il peut pas objectiver ce phénomène parce que ce phénomène, il est pris dans un réseau de causes et de conséquences. Et c'est comme si l'action humaine, c'était une grande toile, et il va falloir isoler en fait un phénomène presque arbitrairement. En fait, Bourdieu, il dit il va falloir découper la réalité. Et en la découpant, en fait, il va falloir sélectionner des causes pour comprendre les conséquences qu'on a envie de comprendre. Et ça implique une décision. C'est pas quelque chose qui est dans la nature. Et on réfléchit par exemple à ce qui distingue l'action d'un être humain de mouvement d'une pierre. D'accord. Ouais. Et déjà, le mouvement de la pierre, pour arriver à le comprendre correctement, il a fallu beaucoup de temps. Parce que en gros, c'est qu'avec à partir du Newton qu'on commence à comprendre pourquoi. Mais déjà, il a fallu beaucoup de temps. Déjà, c'est pas simple. Mais ce qui distingue l'être humain, c'est qu'un être humain, c'est une machine qui est autrement plus complexe, en fait. C'est-à-dire que c'est comme une pierre, mais en beaucoup plus compliqué. Un être humain, il a stocké énormément de souvenirs, déjà, de ce qu'il a vu, perçu du monde extérieur, de choses qu'il a apprises. Et ce qui fait que si il est affecté par une action, comme une pierre serait affectée par une action, pour arriver à comprendre slash prédire en fait ce qu'il va faire, ça demande autrement plus d'informations en fait que ça demande sur la pierre. Sur la pierre, il faudrait savoir de quoi elle est composée, quelle est sa masse, quelle est sa taille. C'est à peu près tout ce qu'il faudrait savoir pour savoir comment elle va agir. Pour un être humain, en plus de devoir savoir son poids, sa taille, etc., il faudrait savoir en fait tous les souvenirs qu'il a incorporés dans son cerveau depuis toute sa vie, la langue qu'il parle, La manière dont il va les traiter aussi. la manière dont il va les traiter, la manière dont il perçoit le monde autour de lui, les réflexes qu'il a, enfin toutes ces choses-là. La machine en fait est autrement plus compliquée. En fait, c'est le plus compliqué qu'on connaisse. A fortiori, en fait, tant qu'on n'a pas réussi à comprendre exactement comment fonctionnent tous les objets plus simples que lui, on ne peut pas arriver à comprendre comment il fonctionne lui. Il y a une bonne façon pour nous de nous en rendre compte, et c'est quelque chose qui est très présent avec la question de la justice et du crime, en fait. La question de la justice, il y a deux contextes, en fait, où c'est présent. C'est dans la justice, dans le crime, et puis dans la thérapie. C'est deux contextes dans lesquels on demande aux gens pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et dans le crime, on se satisfait, en fait, d'une explication du moment qu'elle est raisonnable. Si on dit, voilà, j'ai tué un tel, c'était parce que, machin, bon, du moment qu'on a une explication qui paraît raisonnable, c'est-à-dire que le juge peut se dire, ah oui, je comprends, moi, aussi à sa place, alors je comprends comment j'aurais pu faire ça, voilà. À ce moment-là, on peut se satisfaire. Mais nous, si on se plonge à l'intérieur de nous-mêmes, et qu'on se demande pourquoi on a fait ce qu'on a fait, on se rend bien compte que si on maintient avec certitude qu'on connaît exactement la chaîne de causes qui nous a amené à faire ceci ou cela, c'est qu'on a décidé de découper la réalité, comme tu l'as dit. Parce que c'est pas possible de savoir. C'est un peu comme si on était un robot, hein, et qu'on avait en fait tout un historique en fait de toutes les informations qu'on processe qui était en train de dérouler, et qu'on nous demandait ensuite pour savoir pourquoi on a fait ce qu'on a fait, d'aller regarder dans l'historique. Voilà. Et le fait est que l'humain ne peut pas faire ça. On ne peut pas aller dans l'historique de ce qu'on a fait pour comprendre ce qu'on a fait. Là, on n'est pas conscient de la plupart des informations qu'on traite, etc. Et même si on en était conscient, on ne saurait pas leur donner la valeur de détermination. La qu'elles ont pondération, sur nous. ouais, tout à fait.
On pourrait pas parce que la seule façon C'est dont on trop sait faire complexe. ça, la seule façon dont on sait faire ça est dans un contexte expérimental. Si on Ouais. prend des souris, Mm. on les met dans une cage, et comme on expérimente sur elles, et qu'on change qu'un seul paramètre, Mm. on peut faire des hypothèses sur Ouais. le poids de chaque paramètre. Mais c'est encore un autre truc qui distingue l'action humaine, c'est qu'on n'expérimente pas sur les êtres humains, ou alors quand on expérimente sur eux dans la psychologie de laboratoire, ce sont des choses très très légères qu'on peut faire, c'est logique, c'est pour des raisons éthiques. Euh, et même si on pouvait expérimenter sur des êtres humains de façon complexe, dans tous les cas, les gens seraient trop différents les uns des autres. Ils n'auraient pas le même stock d'informations, trop différents par rapport à ce que sont des souris, quoi, ou des pierres, pour qu'on puisse en tirer le même degré de pondération des variables, quoi. Ouais. Et donc c'est pour ça que, oui, d'exprimer, de dire qu'en gros l'action humaine, elle est causée par une sorte de toile de causes et de conséquences antérieures, c'est une bonne façon de se représenter ce que c'est. Et dans cette toile, on peut imaginer des causes historiques, c'est-à-dire que je fais ce que je fais parce que j'ai incorporé en moi l'histoire du lieu dans lequel je suis. Ça fait partie des choses qui causent mon action. Il y a des causes culturelles, c'est-à-dire que j'ai incorporé en moi la culture du lieu dans lequel je suis. Il y a des causes biologiques ou médicales ou neurologiques. J'agis comme j'agis parce que à l'intérieur de mon cerveau, mes neurones communiquent d'une certaine façon. Il y a certaines choses que je perçois, d'autres que je perçois pas. Il y a des choses qui me rendent heureux, d'autres non. Enfin voilà. Et donc on a cette toile en gros avec des milliers, des millions de choses qui se croisent. Et quand on décide d'expliquer entre guillemets l'action humaine, ça n'a rien à voir avec expliquer le mouvement d'une pierre, parce que ça nous oblige à raconter une histoire, quoi, qui est pas vraie. Jusque là, ça va? Ouais, ça va. Donc là, ce qui est bien expliqué, c'est que chaque discipline, du coup, a essayé d'adopter une focale sur la manière dont elle allait comprendre l'action humaine. La meilleure manière de, genre, dans un premier temps, classer deux types de disciplines pour un peu déblayer le terrain, et après on fera un truc plus solide et plus approfondi, plus précis, plus complexe, c'est de dire que les disciplines, elles sont un peu partagées entre deux types de manières de concevoir leur objet. Soit elles se sont centrées sur la manière de l'approcher. Donc par exemple, l'économie s'est centrée sur une manière d'approcher son objet, en disant, voilà mon postulat, l'homme est rationnel, et je vais faire comme si il avait une infinité de temps pour traiter ses décisions. Et donc maintenant, s'il est rationnel, comment est-ce qu'il devrait traiter son information quand elle lui arrive? Et donc ça, c'est une première partie des disciplines. Donc voilà, l'économie, c'est un exemple. Et la deuxième partie des disciplines, c'est celles qui se sont centrées non pas sur une manière d'approcher l'objet qui est l'action humaine, mais sur une partie de l'action humaine. Et donc là, par exemple, on a la criminologie, on a Les sciences de l'éducation, les sciences politiques, voilà, qui se sont, par exemple, un type d'activité humaine, en fait. un type d'activité humaine qu'elles ont délimité. Et donc là, il y a autant de manières d'approcher presque qu'il y a de criminologues, par exemple. Et il pourrait y avoir autant de ces sous-disciplines-là qu'il y a d'activités humaines. Ouais. On pourrait faire sur le bricolage une bricologologie, on pourrait faire sur le mariage une mariageologie. Enfin, il y a rien qui les limite, en fait, qui limite leur potentiel. Alors que de l'autre côté, en revanche, oui, il y a une limite sur le nombre de manières dont on peut approcher l'action humaine. Il y a une limite sur ce potentiel-là. Alors peut-être la première chose qu'il faut dire sur les disciplines qui est importante, parce que ça va pas forcément de soi pour quelqu'un qui voit ça de l'extérieur. Donc, l'action humaine se distingue des autres objets des sciences parce qu'il y a tellement de disciplines. Alors que dans les autres sciences, en fait, il y a une discipline par objet. Et donc, les autres disciplines, en fait, se fixent, correspondent à des objets de la nature qui sont étudiés. Donc, vous avez déjà plusieurs branches de la physique en fonction de ce qui est étudié en physique. La physique quantique, c'est la physique subatomique, et puis ensuite la physique classique, c'est au-dessus de l'atome. Et puis vous avez la biologie, ça étudie les êtres vivants, donc les êtres qui sont faits d'ADN, en fait, c'est encore un objet. La géologie, ça étudie la planète. Enfin voilà, on voit en fait comment chaque discipline correspond à un objet. Et quand on arrive à l'action humaine, là on arrive dans l'interdisciplinarité, entre guillemets. C'est-à-dire que là on arrive à au moins une vingtaine en fait de disciplines différentes qui étudient les êtres humains. L'anthropologie, l'histoire, l'économie, la psychologie, la sociologie, la psychiatrie, ça c'est les grandes, et puis ensuite tout un tas d'autres plus petites. Et donc la première chose, qui est pas forcément évidente quand on arrive de l'extérieur, c'est qu'il faut comprendre que ces disciplines existent parce que du fait des développements historiques de l'université
et des milieux de recherche, etc., elles se sont construites de cette façon-là. D'une façon qui était à la fois appuyée sur des débats et des arguments rationnels, mais qui est aussi quelque chose d'historicisé et de conjoncturel, et elle aurait pu se développer autrement. Voilà. C'est ça qui est important de noter. Si on arrivait sur une autre planète, on imaginerait que les scientifiques, on imaginerait trouver des physiciens, trouver des chimistes, trouver des biologistes, etc. En revanche, parmi les gens qui étudieraient l'action de les extraterrestres, là, leur action à eux, on n'imagine pas forcément qu'il y aurait des économistes, des psychologues, des sociologues, etc. Ça, on voit qu'il y a une partie, en fait, qui est vraiment donnée par la nature de l'objet, alors qu'il y a une partie qui est historique, en fait, qui s'est développée historiquement. C'est qu'il n'y a pas que des contraintes internes, Ouais. donc purement scientifiques, qui sont genre induites de l'objet et qui ont fait que les gens ont dit c'est la meilleure manière d'attaquer l'objet. Il y a des contraintes qui sont externes, donc qui sont de type genre sociétal, ou genre j'imagine que ça a été aussi des gens qui ont réussi à convaincre par exemple des politiques d'ouvrir des chaires et de créer des disciplines. Par exemple, je sais que la première chaire d'histoire des sciences, ça a été fait genre au XXe siècle, ce qui est vachement tard. Et ça a été fait parce que quelqu'un a réussi, donc à savoir je crois Auguste Comte, a réussi à convaincre le mec qui dirigeait le Collège de France de l'ouvrir, et alors qu'il y en avait 5 auparavant qui avaient essayé de le faire et qui n'avaient pas réussi. Où on peut voir les contraintes sont aussi tout le combat de Durkheim pour faire institutionnaliser la sociologie. La sociologie et la psychologie, en général, beaucoup de sciences humaines d'ailleurs, je veux dire, sont en combat permanent pour leur légitimité. Il y a des pays dans lesquels certaines sciences humaines sont très peu développées par rapport à d'autres. Voilà, on voit bien la différence. On voit bien la différence entre ça et les autres. Il va y avoir beaucoup de différences entre les sciences humaines et les autres sciences. Hein. Ça va faire partie des thèmes qui vont revenir. On en a déjà parlé à l'épisode précédent avec la notion de paradigme et de programme de recherche dans les sciences humaines. On pourrait synthétiser tout ça en disant juste que les disciplines des sciences humaines sont pas dans la nature, en gros. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Parce que dans la nature, il y a juste l'être humain. La société est pas un objet naturel. C'est un objet qu'on a construit. Voilà. C'est des constructions. Voilà, c'est une construction. Dans la nature, il y a que des êtres humains. Alors qu'en revanche, dans la nature, il y a des atomes, des molécules, de l'ADN et du machin. Voilà, ça, voilà. Mais la société, c'est nous qui avons délimité comme ça. Alors, donc à partir de là, comme tu disais, il y a deux façons dont on peut concevoir les disciplines, en gros. Il y a des disciplines qui étudient toute forme d'action humaine, mais par un certain prisme. Donc ça va être principalement l'économie, la sociologie, l'anthropologie, ou parfois on dit la socio-anthropologie parce que les deux sont proches, et puis la psychologie et la psychiatrie, pareil, qui sont quand même assez proches, les deux. Et donc ces disciplines-là, leur caractéristique, c'est qu'elles sont plus nobles. Il y a des grands noms qui sont associés à toutes ces disciplines-là. Adam Smith sur l'économie, Durkheim, Weber sur la socio, William James, Freud pour la psychologie. C'est aussi des domaines qui sont plus autonomes. C'est-à-dire qu'en psychologie, on discute entre psychologues. Entre sociologues. Et ensuite, les autres disciplines, celles-là, des disciplines qui sont plus appliquées, entre guillemets, plus hétéronomes, plus ouvertes sur le public, qui sont les disciplines qui se définissent par leur objet. Sciences politiques, sciences de gestion, la criminologie. Et en fait, ça me fait penser que ça paraît assez logique. C'est peut-être une reconstruction a posteriori, mais en tout cas, ça me semble genre assez bien articulé de penser ça comme ça. Je suppose qu'en fait, ces disciplines, elles ont cherché à répondre à un problème qui était un problème genre quasi politique, ou en tout cas un problème pour lequel il y avait une demande et auquel on attendait une solution, mais dans la société et pas chez les scientifiques, en gros. Et à raison du fait que ce problème il était donc centré vers l'extérieur, parce qu'il attendait en fait une réponse par des politiques, et ben, les gens se sont centrés sur le problème, et c'est comme ça qu'est née la discipline. Leur trait caractéristique, c'est qu'ils étaient d'accord sur le fait qu'il y avait bien ce problème-là. Et donc à raison du fait qu'ils répondent à quelqu'un qui est le politique par exemple, et ben en fait, comme tu disais, du coup leur approche est plus pragmatique parce qu'elle est centrée vers des résultats, et pas sur des méthodes ou pas sur des manières de formuler les problèmes. Et donc c'est ça aussi, on clôturait le dernier épisode en disant, on l'a pas clôturé comme ça, mais on en parlait dedans, en disant que dans les sciences humaines, en fait, Kuhn disait par exemple qu'elles étaient pré-paradigmatiques, ou qu'il y avait que des programmes de recherche à l'intérieur. Et en fait, ça, on comprend bien pourquoi, en fait, parce que si l'action humaine c'est quand même une grande toile, et que dans cette toile, en fait, il y a des objets qui ont été soulignés comme étant des objets de réflexion importants,
parce qu'on avait besoin d'y apporter des solutions. Le crime, typiquement, eh ben, on comprend bien pourquoi il y a eu une délimitation en fait, qui s'est faite comme ça, et que les gens ont dû centrer leur manière de résoudre ces problèmes à partir d'une approche pragmatique et pas d'une approche autonome. Et quand on dit autonome, c'est-à-dire que les controverses se font entre pairs, à raison du fait qu'eux ont la bonne manière d'approcher, et que comme elle est complexe et qu'elle est ésotérique, le débat est réservé à ces gens-là entre eux. Bah ouais, tout à fait. Bah, on peut prendre genre, deux exemples extrêmes. On peut prendre donc, imagine, genre, je veux faire avancer tel modèle de psychologie. Je veux savoir à quel point tel modèle est correct. Je veux tester l'étendue de tel biais cognitif. Ça, c'est quelque chose de purement autonome. C'est-à-dire que j'en discute avec d'autres psychologues. Et ils ont déjà tout le vocabulaire pour savoir si ma question est pertinente ou pas. Et le but est de faire avancer la théorie, en gros. Et puis, on prend les public policy, qui est une discipline qui est très étalée dans le monde anglo-saxon, un peu moins chez nous, mais enfin, il y en a quand même chez nous. Et là, c'est la demande, en fait, et donc les financements, les postes, etc. Il faut comprendre après que c'est comme ça que naissent aussi les chercheurs prennent des postes de chercheurs. Donc, les postes, il faut qu'ils viennent de quelque chose, soit ils viennent de l'intérieur, soit ils viennent de l'extérieur. Bon, et là, ça peut venir, par exemple, quand il y a eu les attentats du Bataclan, juste après, il y a eu une lettre du président du CNRS en disant qu'il fallait mobiliser des chercheurs et des recherches pour aider à comprendre le terrorisme, la radicalisation, des trucs comme ça. Et donc là, on est purement sur ce qu'on appelle des recherches hétéronomes. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a un besoin de société pour comprendre un certain type d'actes des hommes, et bien là, on a besoin en fait de chercheurs qui, du coup, eux, pourront mobiliser toute forme de rationalité qui conduit quelqu'un à commettre un acte terroriste. Voilà. On ne demande pas de faire avancer telle théorie sur le biais cognitif, par exemple. Voilà, c'est ça la grande, c'est ça en gros la grande division. Il faut retenir que toujours que la deuxième catégorie est toujours jugée dans l'académie comme moins noble que la première. Dans un sens, elle ressemble moins, elle ressemble moins aux sciences dures que la première. Ouais, je comprends pourquoi elles ressemblent moins aux sciences dures, comme elles sont pas centrées sur une manière d'approcher, mais qu'elles sont centrées sur un objet, et qu'il y a autant de manières d'approcher presque que de gens qui s'intéressent à la question. Alors nécessairement, du coup, elles sont pas paradigmatiques comme on l'a dit tout à l'heure. Et du coup, ça veut dire que la connaissance n'est pas cumulative entre les différents groupes qui s'intéressent à l'objet. Si vous voulez savoir pourquoi les gens votent d'une telle manière, par exemple, et que pour savoir pourquoi les gens votent de telle manière, vous pouvez à la fois recourir à l'histoire, à leur famille, à leur culture, mais aussi à leur gène. Il y a tout un mouvement qui consiste à chercher ça depuis une dizaine d'années, mais aussi au biais cognitif et à la façon dont ils perçoivent les messages politiques, mais aussi machin, etc. S'il y a une centaine de travaux qui sont publiés pendant une vingtaine d'années, où en plus on parle d'événements qui sont transitoires, c'est-à-dire que les choses que vous étudiez maintenant ne seront plus là dans 30 ans. Donc, il se peut que, en fait, la quasi-totalité de ces travaux, ce qu'ils apportent soit incommensurable de l'un à l'autre, en fait. Parce que il y aurait tellement de... c'est impossible de dire entre un travail... Il y a tellement de facteurs confondants. Par exemple, la famille, c'est à la fois des jeunes qui s'héritent et c'est à la fois une culture qui se transmet. D'accord. Et donc, il y a tellement de facteurs confondants entre l'un et l'autre que on ne comprend pas très bien en fait où on peut en aller en fait comme ça. Et en plus, ce problème de différence d'approche entre les différents groupes de recherche, il pose un deuxième problème qui est qu'au-delà du caractère non cumulatif de la connaissance, la possibilité d'élever les standards est vachement complexe, parce que je suppose que si les gens ont une manière, enfin, ils ont tous le même objet, mais ils ont autant de manières de l'approcher, enfin, des manières différentes, du coup, on peut pas faire de méta-analyse en prenant deux études qui ont été faites par deux groupes de recherche qui n'avaient pas les mêmes méthodes, parce que les résultats sont pas comparables, comme si ils valaient exactement la même chose, vu que les méthodes sont pas semblables. Et du coup, ça pose genre deux types de problèmes comme ça. Et en même temps, l'autre approche, l'approche genre plus noble, plus autonome, centrée sur un angle en fait de déterminant de l'action humaine, on va dire, donc l'économie, la psychologie, l'anthropologie, etc. En même temps, cette approche-là est du coup une pure fiction. C'est ça le problème de cette approche-là, en gros. C'est que celle-là est essentiellement purement fictive, puisque
comme le manqueront pas de le reprocher à chaque fois tous les tenants d'un programme de recherche par rapport aux autres programmes de recherche. À chaque fois, le modèle n'est pas réaliste. Ouais, c'est la principale reproche qu'on entend à chaque fois. Mm. Ça se passe pas comme ça dans la réalité. Ouais. Disons, en gros, déjà, quand on compare ces deux entreprises, en gros, saisir l'action humaine par un processus, en gros, et le saisir par un type d'action. Et on voit les limites, en gros, des deux approches. Ce qui nous montre tout de suite que les sciences humaines peuvent pas prétendre, enfin elles sont loin en tout cas de pouvoir prédire quoi que ce soit avec un degré de précision qui ne serait-ce que sur la même échelle en fait que les sciences naturelles. Et de toute façon, plus on arrive à prédire l'action humaine, plus tout le monde le sait parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner à prédire l'action humaine. Donc de toute façon, voilà, c'est pas. En revanche, ce qui est intéressant depuis le début, c'est qu'il y a une dimension morale à étudier l'action humaine. C'est quelque chose dont on reparlera, mais dans la mesure où même si on n'arrive pas à prédire ce que fera quelqu'un, au même titre qu'on pourrait prédire le mouvement d'une pierre, en revanche, ça permet de comprendre ce que c'est qu'un être humain, et de comprendre ce que c'est que cette machine extrêmement complexe, déterminée par tous ces processus. C'est pour moi la chose la plus importante en fait dans les sciences humaines. Il y a une sorte de biais de la criminologie, mais c'est que les gens qui étudient la criminologie, je pense qu'ils étudient pour cette raison-là. Ils étudient pour en gros comprendre comment un criminel devient un criminel, et en ayant compris ça, ils comprennent ce que c'est qu'un être humain en gros. Alors si on veut faire la version la plus simplifiée de ça, on peut organiser les disciplines actuelles. Les disciplines, on va dire, les plus autonomes, les plus ésotériques. Dont on a parlé tout à l'heure. Et on peut les organiser de la manière suivante. On peut dire que l'être humain, c'est fondamentalement quelque chose qui prend des décisions qui sont censées être rationnelles. Attention, parce que est-ce que ça veut dire rationnel ? Mais au moins dans une durée de temps et dans un espace donné, quoi. C'est-à-dire que par exemple, on s'est rendu dans cet hôtel pour enregistrer ce podcast, il y avait une rationalité à ça. On l'a fait là, on aurait pu le faire dans la rue, on l'a pas fait dans la rue parce qu'on voulait pas qu'il y ait trop de bruit. Donc on est rationnel en faisant ça. D'accord ? L'économie, qui est la discipline des sciences humaines qui est la plus supérieure, pour reprendre les mots de Étienne Ollion, Marion Fourcade, etc., qui essaie de comprendre ce qu'on appelle la supérieuse économiste, on en reparlera dans un autre épisode, mais en gros, elle domine en gros le champ des sciences humaines par beaucoup d'indicateurs. L'économie, ça consiste à faire le modèle le plus simple de ce que c'est qu'un être humain, et dire un être humain, c'est quelqu'un qui ne prend que des décisions rationnelles, comme si il avait toutes les informations qu'on pouvait avoir, et comme s'il avait un temps illimité pour traiter ces informations, ce qui est une fiction. Ouais, d'accord ? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur ça ? Juste que c'est applicable du coup à tous les êtres humains, peu importe le lieu dans lequel ils se trouvent. Peu importe le lieu. Peu importe la culture, peu importe la société, peu importe le lieu géographiquement situé dans le monde. Ils considèrent qu'ils vont prendre une échelle de temps genre illimitée et qu'ils vont considérer que la rationalité de l'être humain elle est absolue. Et ils vont voir comment est-ce qu'il prend une décision. Ce qui est évidemment une fiction, mais l'économie, c'est quelque chose de très important quand on étudie l'être humain, parce que c'est le modèle le plus simple, en fait. Et que n'importe quel modèle plus complexe qui est moins performant que celui-là, doit se poser une question, en fait. C'est-à-dire, si vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus complexe pour expliquer l'action humaine, et que vous êtes capable de moins prédire que juste, ok, mais si tout le monde était rationnel, qu'est-ce qu'il ferait ? Et à ce moment-là, ça crée un challenge, un défi à votre explication. Et donc c'est pour ça que l'économie est importante, en fait. Comme étant le cœur, en fait, c'est le modèle le plus simple, c'est pour ça que c'est aussi la plus ancienne de sciences humaines. Mais c'est celle qui ressemble le plus à la physique dans la manière où elle construit ses hypothèses, parce que elle s'est centrée autour de l'idée qu'elle allait faire un savoir qui allait reposer sur des postulats, qu'après elle allait faire des théories, que ces théories en fait c'était des représentations simplifiées de la réalité qui allaient lui permettre de fournir des hypothèses sur des phénomènes et puis qu'après elle allait les vérifier. Et ça donc c'est exactement la manière dont marche la physique. Et pour évaluer la qualité d'une théorie, elle va regarder donc sa simplicité et sa puissance, tout comme ils font en physique. Et c'est pour ça que le reproche classique que peut faire la sociologie ou la psychologie ou même à peu près toutes les disciplines en fait qui s'intéressent à la question de l'action humaine, le reproche qu'elle peut faire à l'économie, c'est de créer une fiction et parfois il y a des arguments ou des moqueries du type
ce serait un miracle si ça se passait comme ça dans la réalité. C'est Mais- absurde, personne c'est- ne délibère voilà. à chaque fois qu'il prend une C'est décision. totalement fou, personne Mm. n'est totalement rationnel, Ouais, bien etc. sûr. On Ce prend serait des une- exemples ce- d'irrationalité. Ce serait une folie de penser que tout le monde est Ouais. rationnel, ce genre de blague. Ouais. Et il faut bien comprendre que en fait, aucun économiste, et c'est pour ça que généralement les économistes répondent même pas à ce genre Non. d'argument, parce que aucun économiste ne pense ça. Ouais. Ils pensent tous que c'est simplement un instrument commode, en Ouais. fait. On renvoie les gens qui nous écoutent au premier épisode de Ouais. Comment théoriser l'absurde. Ouais. Décider de ce qui existe, on l'avait appelé, avec un Ouais. nom qui peut être mystérieux. Ouais. Mais en fait, les économistes décident que les gens sont rationnels. Voilà. Oui. Mais C'est un postulat, en C'est fait. un postulat. Et c'est un postulat et pas une axiome. Mm. Et les caractéristiques d'un postulat, c'est que c'est nécessaire en fait à la théorie qu'on va formuler après. C'est pas évident et c'est pas démontrable. Mm. Donc juste, c'est comme ce sur quoi on va édifier toute sa connaissance. Mais c'est nécessaire en tout cas. Donc, très important à cause de sa simplicité, et parce qu'il y a un certain pouvoir de prédiction déjà assez élevé, quoi. C'est Ouais. qu'il y a déjà une bonne partie des actions humaines qu'on arrive à prédire avec juste ce postulat-là, mais pas toutes, parce que sinon, ça voudrait dire que le postulat serait vrai, ce qui n'est pas le cas. Ouais. Et on peut voir plein de moments où on n'est pas rationnel. Les meilleurs exemples, peut-être, c'est ceux qui ont été développés par John Elster, qui était un grand adversaire des économistes les plus prominents de la fin du XXe siècle. John Elster avait tous ces exemples, du coup, comme à chaque fois que j'allume une cigarette, à la fois je veux pas fumer, donc je suis pas rationnel. Ouais. Voilà, tous ces exemples-là, la procrastination, etc., etc. Donc, bien évidemment, bon. Et donc, du coup, on passe à un niveau d'après. Ouais. Donc, c'est une couche de complexité supplémentaire, en gros, qui va être la couche que vont étudier les sociologues et les anthropologues, en gros, qui est d'étudier, en gros, les rationalités locales. C'est de dire les gens sont rationnels, mais en fonction des informations qu'ils ont dans le lieu dans lequel ils sont. Voilà, lieu dans le sens plus ou moins géographique, ça peut être plus ou moins abstrait. Ça peut être la classe sociale. Oui. Je dirais que c'est un lieu où genre telle personne qui travaille dans cette entreprise. Ouais, voilà. Donc, en gros, c'est un facteur. C'est un facteur. Les gens que je vois, Mhm. les ressources que je peux mobiliser, tout ça sont des choses qui sont situées dans l'espace et le temps, en gros. Ouais. On n'étudie pas ce qui se passe à l'intérieur du cerveau de chacun, en gros, mais de n'importe qui serait dans ce lieu et qui aurait les informations qui sont propres à ce lieu. La caractéristique commune aux individus qui ont Ouais. décidé de découper, en fait. Exactement. Ouais. Voilà. Et donc ça, c'est un niveau de complexité supplémentaire. Mais c'est quand même très très loin du niveau de complexité de ce que c'est que l'action humaine vraiment, puisque l'action humaine vraiment, c'est que toutes les personnes dans un même lieu n'agissent pas toutes pareil. Ouais. Voilà. Et donc ça, c'est la troisième couche. Et ça, c'est la psychologie, psychiatrie. C'est en gros comment deux personnes qui reçoivent les mêmes informations ne les retiennent pas pareil, ne les voient pas pareil, les perçoivent pas pareil, n'agissent pas pareil, et là on rentre dans l'irrationnel, en fait, à ce moment-là. Et là, du coup, je pense que ça permet vachement mieux de comprendre. Ce qu'on comprend, c'est que la hiérarchie de ces disciplines est une hiérarchie de complexité. D'accord. Avec la psychologie la plus complexe, qui est en gros la psychanalyse, que ce soit celle de Freud, de Jung, Adler, etc., on est censé pouvoir tout expliquer. Parce qu'on est censé avoir tous les éléments. Tout, à la fois l'histoire, les mythes, la famille, le conscient, l'inconscient, les rêves, tout. On est censé pouvoir tout expliquer là. Mais en revanche, c'est là où on est censé pouvoir le moins prédire. Parce qu'il faudrait avoir tous les éléments pour pouvoir... Et donc, du coup, on peut pas prédire, mais en revanche, on peut traiter un individu isolément dès lors qu'on connaît toutes les variables, puisqu'on peut tout expliquer. Et c'est peut-être, et comme c'est le but, par exemple, typiquement de la psychanalyse, on comprend pourquoi elle s'est structurée comme ça. Mais en revanche, elle pourrait, de toute évidence, pas prédire, parce que c'est pas son but même. Non, c'est pas le but. La psychanalyse. C'est pas le but. En revanche, la psychologie académique, ce serait son but. Mais parce qu'on aurait moins d'informations déjà sur les gens. C'est-à-dire qu'une psychanalyse, tu vas avoir quelqu'un pendant 10 ans ou 20 ans, et donc tu vas avoir un nombre d'informations sur cette personne. C'est la seule discipline à pouvoir faire ça, à prétendre faire ça, à prétendre pouvoir approfondir une personne pendant 20 ans. C'est comme ça, je pense qu'on peut comprendre aussi les conflits ou les tensions qu'il y a entre les disciplines et les prétentions à l'interdisciplinarité et la difficulté de l'interdisciplinarité. C'est que normalement, on s'attendrait à ce que plus une science est complexe, plus elle est victime d'erreurs. Et c'est ce qui a l'air d'être le cas, parce que les études de reproductibilité
en économie et en psycho. Je connais pas d'études de reproductivité en socio-anthropo, mais j'en connais aux deux extrêmes. Et elles montrent que les études de psychologie sont moins reproductibles que les études d'économie. Beaucoup moins reproductibles. la reproductibilité. Ça veut dire que quand un chercheur prétend avoir trouvé un résultat, une équipe indépendante arrive à reproduire le même résultat ou pas. Les études qui ont été faites sur l'économie montrent en gros qu'elle est un peu plus reproductible que la psycho. Voilà. Après, les échantillons sont pas les mêmes, voilà. Mais c'est un peu plus reproductible que la psycho. Et ça devrait être le cas normalement. Normalement, on devrait s'attendre à ce que plus vos théories sont complexes, plus ce que vous avez trouvé, c'est peu probable que quelqu'un d'autre le trouve également. Ça devrait, donc ça fait sens, si c'est comme ça. Et on comprend comment les disciplines se complètent, en fait. Et on comprend aussi ce qu'on est censé... à quoi on est censé s'intéresser. On est censé s'intéresser à des couches de complexité supplémentaires que à condition qu'elles nous permettent de mieux comprendre. Voilà. Voilà, c'est comme ça un peu qu'on va articuler le podcast, quoi. Ouais. Et c'est comme si, en fait, je me dis que plus on montait dans cette hiérarchie, plus le critère de scientificité, c'était la puissance prédictive. Et plus on descendait dans cette hiérarchie, plus le critère, c'était la complexité, mais ce qui ressemble le plus à la réalité, en fait. Ça m'a tout l'air d'être ça. Et c'est pour ça que le débat entre les disciplines est comme un débat entre sourds. Parce que c'est comme si, en fait, les gens qui opéraient dans une discipline, à raison du fait que les critères de scientificité n'étaient pas les mêmes, en fait, arrivaient pas à comprendre la scientificité de la discipline qui lui était au-dessus ou en dessous d'elle, en fait. Et c'est ça qui crée ce débat de sourds. Parce que les critères sont différents. Ouais, avec des économistes qui répondent pas aux arguments des sociologues qui leur disent mais ça ressemble pas à ça dans la réalité. Et des sociologues qui rigolent d'économistes en fait, qui en fait font des théories plus simples parce que les critères de scientificité sont pas les mêmes pour les gens qui opèrent dans cette discipline. En fait. Mais on dirait que c'est quand même inconscient en fait. Comme si, à raison du fait que les gens se trouvaient dans cette discipline, ils tenaient ça pour évident. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont même pas à répondre aux arguments. Ouais, parce que la plupart du temps, dans les faits, les gens étudient pas trop les autres disciplines. Donc, c'est que justement, quand on se retrouve, comme nous, en fait, dans une de ces sous-disciplines hétéronomes qui t'obligent à te confronter au savoir interdisciplinaire, que tu t'en amènes à te poser ces questions. C'est pour ça que, genre, quand tu fais la criminologie et les sciences politiques, public policy, c'est l'administration publique et tout ça, ça t'amène en fait, à lire des savoirs de différentes disciplines et à te poser ces questions épistémologiques que tu ne te poses pas sinon. Just pass by.